Bienvenue sur Radio J, Laurence Kahn au micro. Ce soir, édition spéciale du grand entretien de Radio J, un grand entretien consacré à cette incompréhensible et douloureuse décision de la Cour de cassation qui a établi hier l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. À mes côtés, ce soir, maître Muriel Ouaknine-Melki, maître Oudi Bloch, respectivement présidente et vice-président de l'organisation juive européenne, l'OJE, tous deux avocats de la famille de Sarah Halimi. Avec moi également Francis Khalifa, président du CRIF. Bonsoir à tous les trois. Et bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu présent à l'invitation de Radio J. Nous allons avec vous, au-delà de l'émotion suscitée par cette décision, de tenter de l'analyser et d'entrevoir les recours possibles. Il n'y aura donc pas de procès dans l'affaire Sarah Halimi. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah contre la décision rendue en 2019 par la Cour d'appel de Paris et qui avait déclaré son assassin irresponsable pénalement sur la base de 3 expertises selon lesquelles il avait commis des faits au cours d'une bouffée délirante sur fond de forte consommation de cannabis. La Cour de cassation, tout en entérinant le caractère antisémite du crime, a donc confirmé l'impensable hier, l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Avant d'analyser avec vous cette décision de justice qui résonne comme une véritable onde de choc, au moins dans la communauté, et ses conséquences aussi, j'aimerais avoir votre sentiment, tout simplement. Chacun d'entre vous peut-il nous dire en son fort intérieur si ce délibéré de la Cour de cassation a été finalement une réelle surprise? Maître Muriel Ouaknine-Melki. Alors, une réelle surprise, oui et non. Parce que malheureusement dans cette affaire, depuis le début, nous avons assisté à une instruction qui était plus que chaotique, quasiment inexistante en fait, avec des actes d'investigation, vous le savez maintenant, qui n'ont pas été exécutés, qui n'ont pas été réalisés, et nos demandes qui étaient systématiquement refusées. Et puis cet arrêt de la Chambre de l'instruction qui est intervenue le 19 décembre dernier, 2019, et qui en fait a fait plus que nous surprendre. La vraie surprise, peut-être, elle était là. La grosse surprise était là, dans cette décision d'irresponsabilité pénale pour laquelle on a formé le pourvoi. Et lorsque cette décision intervient hier devant la Cour de cassation, j'avais bon espoir que nos hauts magistrats se décide et le courage de rendre une décision qui soit une décision pleine de sagesse, pleine d'équité et surtout intelligente pour la suite et pour les perspectives. Alors oui, effectivement, surprise que 12 hauts magistrats aient pu rendre une telle décision, oui. Votre sentiment, maître Oudi Bloch? Mais écoutez, j'imagine que vous partagez... Je partage le sentiment de ma consoeur Muriel Ouaknine-Melki. Je suis déçu et en colère, mais pas véritablement surpris. Pas véritablement surpris parce que nous avons pris acte tout au long de cette procédure du positionnement des juges d'instruction et du positionnement du parquet général, tant devant la chambre de l'instruction que devant la Cour de cassation. Un parquet général qui, de façon assez curieuse, n'était pas au soutien des parties civiles comme on l'attend en général, et contrairement d'ailleurs au parquet de Paris qui, lui, avait requis une mise en accusation de M. Traoré devant la Cour d'assises de Paris et qui n'a pas été suivi lui-même par le parquet général de la Cour d'appel de Paris. Nous savons néanmoins que la Cour de cassation sait prendre des décisions courageuses, qu'elle sait faire avancer le droit, qu'elle est à l'origine de nombreuses modifications législatives parce qu'elle fait œuvre de création prétorienne. Elle ne dit pas que le droit, elle fait le droit. Et elle sait le faire en parallèle de l'évolution de la société. Les juges de la Cour de cassation ne sont pas hors sol. Ils vivent avec nous et ils le voient, la société évoluer. Ils avaient l'opportunité
ici de se saisir de cette tragique affaire pour faire un revirement de jurisprudence dont ils ne sont pas nécessairement avares. Ils ne l'ont pas fait et nous le regrettons. Dont acte. Nous le regrettons pour la famille de Sarah et en réalité pour toute la société française. Francis Khalifa, votre sentiment à l'énoncé de ce délibéré? Je ne surprendrai pas, je crois, en vous disant que non seulement je suis en plein accord avec ce qui vient d'être dit, mais je souscris pleinement. Et que je dois vous dire que, pour moi, là encore, ce n'était pas une surprise, mais bien sûr une énorme déception. Une énorme déception teintée d'une colère forte également, pour plusieurs raisons. D'abord parce que mes premières pensées, lorsque j'ai eu le verdict, ont été vers la famille de Sarah. Bien sûr, on y reviendra tout à l'heure. Ont été vers sa famille parce que je sais dans quelle douleur ils attendaient ce verdict. Et puis, j'ai envie de vous dire que la Haute Cour, certes, a dit le droit, et on l'a vu dans ce qui a été rendu, mais elle n'a pas rendu justice. Elle n'a pas rendu la justice que l'on attendait. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas un problème uniquement pour la communauté juive, c'est un problème pour la France. C'est un problème pour la France parce qu'aujourd'hui, finalement, lorsque l'on voit cette décision qui a été rendue et quand on la prend, on se rend compte finalement que on peut torturer une juive, la défenestrer vivante, la tuer au cri d'Allahu Akbar, en criant, en se vantant d'avoir tué le Shaitan, dans une mise en scène qui n'a rien à envier à toutes les mises en scène islamistes, et puis finalement échapper à un jugement. Je crois que c'est un message, très mauvais message, qui est envoyé aujourd'hui par la justice française à la communauté juive, mais à l'ensemble de la société. Et je crois qu'il va falloir que très rapidement, cet article de loi sur lequel s'est appuyée la Cour de cassation évolue, et dans une espèce de lâcheté, ou en tout cas dans un manque de courage criant, la Cour de cassation a renvoyé la balle, a renvoyé la responsabilité aux législateurs. Et ça, je crois que c'est aussi un mauvais signe. Un mauvais signe. Et c'est un signe également de colère, parce que comme l'a très bien dit Rudy Bloch, la Cour de cassation fait aussi la jurisprudence. Donc elle avait l'occasion, sur une affaire aussi emblématique, d'avancer, d'innover, de ne pas attendre, de ne pas renvoyer la balle vers le législateur. Et je me pose une question aussi, peut-être, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un aspect politique, une rivalité des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique? C'est des questions qu'on peut se poser, en tout cas. Je ne sais pas si on aura les réponses ce soir, mais c'est des questions que l'on peut se poser de façon très légitime. En fait, Muriel Waknel-Melki. Oui, en fait, je rebondis sur ce que Francis Khalifa vient de dire, parce que ça me rappelle le discours qu'a fait Madame Chantal Arens lors de l'ouverture solennelle sur l'année 2021, dans lequel elle a rappelé dans un premier temps que la justice, pour être comprise, devait être une justice humaine. Ce sont ses propres mots, hein. Je les ai bien gardés en mémoire parce que j'avais bien aimé ce qu'elle avait expliqué. Et puis, en expliquant que pour être comprise, la justice devait coller en fait à l'humain et que ne jamais se départir de cette fonction de paix sociale, de règlement des conflits, de pacification et d'apaisement de la société. Ce sont ces mots. Et puis, dans la même discussion, dans ce même discours qu'elle tenait au mois de janvier, il y a tout juste quelques mois, elle indiquait qu'il fallait lutter contre l'image d'un gouvernement des juges. Parce que c'était un petit peu la mauvaise presse qui était faite à la justice ces derniers temps. Et en fait, Francis vient de dire quelque chose qui fait écho pour moi, parce que quand il explique que oui, il y a sans doute une rivalité avec le politique, eh bien, cet écueil que Madame Chantal Arens souhaitait éviter... Préciser qui est présidente de la Cour d'appel de cassation de Paris. Et
dans cette allocution qu'elle a faite, dans cette rentrée solennelle de la Cour de cassation qu'elle a faite, dans ce discours qui a été fait, elle insistait sur cette notion de gouvernement des juges. Et oui, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir s'il n'y a pas une véritable rivalité politique par les décisions qui ont été rendues par ailleurs ces derniers temps, et de savoir si effectivement, dans cette affaire, Sarah Halimi n'a pas fait les frais aussi de cette rivalité politique-là et de ce fameux gouvernement des juges qui était dénoncé il y a encore quelques mois. Alors, nous allons bien sûr revenir sur les explications, peut-être plus en détail encore, de ce délibéré, mais je faisais un petit tour de table sur effectivement le sentiment que vous avez éprouvé à l'énoncé de ce délibéré. Et on a évoqué bien évidemment et en premier lieu la famille de Sarah Halimi. Et là, je me retourne vers les avocats que vous êtes, Oudi Bloch et Muriel Waknin-Melki. J'imagine que vous avez échangé avec la famille de Sarah Halimi, dont vous êtes bien sûr les avocats et que vous accompagnez depuis 4 années dans ce combat judiciaire. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? D'abord, Laurence, il faut préciser quelque chose. Oudi et moi, je crois qu'il n'y a peut-être pas une seule journée qui se soit écoulée depuis 4 ans sans qu'on ait eu William Attal, notre client, au téléphone. Je sais que vous l'avez quotidiennement depuis 4 ans. Voilà. Vous êtes peut-être même plus que des avocats au jour d'aujourd'hui. Il y a eu quelque chose, il y a évidemment quelque chose qui a fait écho chez nous et j'ai été extrêmement touchée, admirative de cet amour, de cette affection qu'il portait à sa sœur et je crois que je vais pas parler pour Oudi, mais c'est un combat qui l'habite et qui est tellement légitime, mais de ne le voir jamais lâcher ce combat, de le voir poursuivre jour après jour depuis 4 ans et en fait nous transmettre sa volonté de porter à ses côtés ce combat. Oui, évidemment qu'on s'est entretenu avec lui hier très longuement, aujourd'hui très longuement à plusieurs reprises aussi. Oui, il attendait, comme il dit, un miracle peut-être, hein, mais il était dans une attente évidemment très légitime et très forte, très importante de justice. Qui n'a évidemment pas été comblé, comme vous le savez. Et puis maintenant, il se projette dans la perspective de la suite. Ma question, voilà. Oudi va compléter sans doute mon propos. Donc, est-ce que William Attal, qui est le frère, on rappelle, de Sarah Halimi, dont vous êtes l'avocat, est-ce que effectivement, après l'abattement effectivement de l'annonce, est-ce qu'aujourd'hui, il arrive à se projeter dans le prochain combat ? On l'évoquera au cours de notre entretien, hein, qui est donc ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont on espère beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il a la force encore de pouvoir effectivement prolonger son combat ? Écoutez, cette tragédie est le combat d'une vie pour William Attal. Il est extrêmement combatif, il est extrêmement pugnace. Il attendait énormément, mais n'en attendait pas trop non plus. Nous avons malheureusement, tout au long de cette procédure, été déçus à plusieurs reprises, et lui avec nous. Donc il savait ce qu'il pouvait attendre de la Cour de cassation dans le meilleur des cas, mais aussi dans le pire. Nous avons eu le pire. Il était néanmoins hier, quand nous l'avons eu au téléphone, et encore aujourd'hui pour Muriel, très combatif. Et extrêmement volontaire dans la poursuite de toutes les voies de droit qui nous seraient offertes. Nous allons étudier tout ça avec peut-être un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour pouvoir mener jusqu'au bout, ne plus laisser une porte ouverte dans ce dossier et rendre justice à Sarah Halimi. Et puis Laurence, je précise aussi un autre point. Il y a des questions, vous le savez, qui sont restées en suspens. On va y venir. Oui. On va y venir. Donc la difficulté pour William Attal, c'est aussi de se dire que finalement, il n'aura peut-être jamais de réponse à toutes ces questions qui le taraudent chaque nuit depuis 4 ans. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité d'une victime qu'on accompagne. C'est ça, c'est rien d'autre. C'est le quotidien, c'est les heures qui suivent, qui s'écoulent, c'est les fêtes qui disparaissent, humain dont vous parlez. C'est les sorties au restaurant qui sont gâchées, c'est son épouse, ses amis qui n'entendent parler que de ce dossier depuis 4 ans. C'est ça, sa vie. Voilà. Et donc, toutes ces réponses-là, il y a droit, c'est un droit. Et il faut, à un moment donné, il faudrait qu'il puisse les obtenir d'une manière ou d'une autre. Nous allons marquer une respiration dans notre échange et on se retrouve tout de suite après.
écoutez, c'est Radio J. Émotif, vous allez en rire, Christophe, à cause d'un heurt avec un troupeau de sangliers aux abords d'Esbly. Des bus de substitution ont été mis en place. Vous imaginez, vous arrivez devant votre patron. Votre patron, pourquoi vous êtes en retard? Parce que j'ai eu des heures avec un sanglier. Voilà, exactement. Les hommes sont dans l'exclusion, en tout cas, de rester entre eux si savants, si tranquilles et si merveilleux. Merci beaucoup, Dominique Attias, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes formidable. De l'info, de la musique et de l'humour. 6h, 8h, c'est Ilana Ferradian sur Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, après le Sofa Gate, nous vous disons tout sur la Turquie d'Erdogan, la dérive autoritaire du régime, sa stratégie de tension dans la région. Et puis, notre hommage exceptionnel au professeur Adi Steig, ancien président de l'Alliance israélite universelle et grand bâtisseur de la communauté juive. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Nous retrouvons l'édition spéciale du grand entretien de Radio J ce soir, consacrée à cette incompréhensible et douloureuse décision de la Cour de cassation qui a donc établi hier, comme vous le savez, l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. Nous retrouvons donc nos invités, Maître Muriel Waknin-Melki, Maître Oudi Bloch, présidente de l'OGE et vice-président de l'OGE, et aussi avocat de William Attal, le frère de Sarah, et aussi, bien sûr, Francis Khalifa, président du CRIF. Alors, on en venait à l'explication de ce délibéré, peut-être un petit peu plus en détail. Diriez-vous en premier lieu, alors c'est vrai qu'on y a plus ou moins répondu, que la justice a péché par manque de courage. Je pense que vous avez été unanimement d'accord pour affirmer qu'effectivement il y avait à minima un manque de courage de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut aussi parler de dogmatisme ? Voilà, vous disiez, Francis Khalifa, que la Cour de cassation a rendu le droit mais pas la justice. Et s'est enferré dans ce rôle, voilà. Et je voulais ajouter aussi, avant que vous n'abordiez peut-être plus en détail ce sujet, Maître Waknin, vous affirmiez hier soir que la justice a à l'évidence, je vous cite, une difficulté. Alors là, on rentre dans le caractère antisémite de cette affaire, à juger les affaires à caractère antisémite, mais pourtant, le caractère antisémite du crime de Sarah Halimi a bien été reconnu. Comment est-ce que vous expliquez cette ambiguïté, ce paradoxe ? Alors, que la justice ait du mal à reconnaître le caractère antisémite dans les affaires que nous avons à connaître en France, c'est une réalité. C'est une réalité. Je pourrais vous citer quantité de dossiers où cette circonstance aggravante d'antisémitisme a peiné à émerger. Le dossier le plus ancien, c'est celui d'Ilan Halimi, où il a fallu plus de 18 mois, je crois, pour que cette circonstance, qui pourtant était totalement évidente, émerge finalement dans ce dossier-là. Ensuite, dans d'autres affaires d'agression que nous avons eu à connaître avec Oudi, plusieurs affaires d'agression volontaire, c'est un combat à chaque fois sur des situations qui ne prêtent pas à réflexion. Des jeunes qui sortent de la synagogue avec une kippa et qui se font laminer avec des... Oui, Francis Khalifa. Mais y compris sur l'affaire de Sarah Halimi. Mais on va y venir sur l'affaire de Sarah Halimi. A tardé. Bien sûr, mais c'est pas uniquement le problème de tarder, c'est-à-dire que la juge d'instruction, le procureur qui a ouvert ce dossier l'a ouvert sans la circonstance aggravante d'antisémitisme. Il a pris ensuite un réquisitoire supplétif pour retenir cette circonstance. Il a fallu attendre encore plusieurs mois pour que cette circonstance-là soit retenue par la juge d'instruction. Et quand elle retient cette circonstance aggravante d'antisémitisme et qu'on lit le fondement sur lequel elle retient, je me dis, ah oui, en fait, pour elle, l'antisémitisme résiderait uniquement dans le fait que, sur place, Kobili Traoré, au moment où il commet son crime, serait, entre guillemets, un peu excité par la vision d'un chandelier et d'un livre de prière. Et voilà comment elle retient des éléments qui permettent de retenir
à son sens, la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et là, je me dis, on marche sur la tête, parce qu'en fait, la circonstance aggravante d'antisémitisme, elle réside déjà dans le choix de la victime, dans le ciblage, elle réside dans le fait qu'il a récité des sourates du Coran, dont on sait depuis qu'elles sont particulièrement véhémentes à l'encontre des Juifs. Il l'a traité de chatan. Il y a eu une fréquentation. Il a un parcours aussi. Un parcours quand même particulier. Non, il vient pas de nulle part. Il navigue dans un contexte d'islam radical et il fréquente une mosquée qui est connue pour être une mosquée salafiste. Et en fait, on a juste envie de lui dire, attendez, vous, la circonstance aggravante d'antisémitisme, à votre avis, c'est uniquement parce qu'il a vu un livre et un chandelier à 4 heures du matin dans le noir. Et ça serait ça pour vous. Bon, mais le fait est qu'elle l'avait retenu. Et puis finalement, je tiens à rappeler qu'elle l'a retiré. C'est-à-dire qu'au moment où elle renvoie le dossier devant la Chambre de l'instruction de Paris, elle retire cette circonstance aggravante d'antisémitisme-là. Et là, on se dit, mais en fait, concrètement, elle s'est moquée de nous du début jusqu'à la fin. Et finalement, devant la Chambre de l'instruction, vous savez tous les débats qui ont eu lieu, cette circonstance aggravante d'antisémitisme-là va être retenue, mais avec une décision d'irresponsabilité pénale. Et on voudrait nous faire croire que finalement les deux seraient compatibles, qu'on pourrait être complètement dément pendant son acte, mais en même temps être suffisamment conscient et agir par antisémitisme. Donc si c'est ça, la décision par laquelle on peut considérer, on devrait se satisfaire de ce que la circonstance aggravante d'antisémitisme a été retenue dans ces conditions, mais attendez, moi je ne demande pas des miettes, je demande l'application du droit. La circonstance aggravante d'antisémitisme dans ce dossier, elle ressort de quantité d'éléments. Et là, il faudrait que je me contente de miettes de justice. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et quand j'entends des confrères me dire « Mais attendez, vous avez eu l'antisémitisme dans le dossier ?» Oui, j'en fais quoi ? J'en fais quoi au juste ? Je n'ai pas de procès derrière. Je n'ai pas de procès pour instruire ce qui a conduit Kobili Traoré à tuer Sarah Halimi. Je n'ai pas de procès pour dire à quel point c'est l'antisémitisme qui a conduit à la mise à mort de cette malheureuse. Et ça, il faudrait que je m'en contente ? Eh ben non, je m'en contente pas et pas du tout. Et je m'en contenterai jamais. Alors, interrogation au cœur de ce délibéré, la question du discernement, ou plus exactement de l'absence de discernement. Et je me permets de lire le tout début du communiqué de la Cour de cassation, que vous avez d'ailleurs publié sur Twitter, Oudi, pour que chacun de nos auditeurs puisse en prendre connaissance. Je cite. Une personne qui a commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante, abolissant son discernement, ne peut pas être jugée pénalement, même lorsque son état mental a été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants. En effet, poursuit le communiqué, la loi ne prévoit pas de distinction selon l'origine de troubles psychiques. Fin de citation. Alors, par quelle pirouette juridique l'abolition du discernement a finalement été retenue, alors que l'assassin de Sarah Halimi était jusqu'à preuve du contraire volontaire et conscient lors de sa prise de cannabis et en très grande quantité. Le crime de Kobili Traoré est un acte délirant et antisémite, avait d'ailleurs écrit dans son rapport d'expertise le psychiatre Daniel Zaguri. Alors, quid, écoutez, Maître Oudi Bloch? Pour répondre à votre question, par quelle pirouette juridique ? En fait, la pirouette, c'est l'application par la Cour de cassation de l'article 122-1 alinéa 1 du Code pénal, qui précise qui ne fait pas de distinction selon que la cause du trouble abolissant le discernement est endogène ou exogène. Donc, la Cour de cassation nous dit, je vais vous dire différemment ce que vous avez cité, que nous dit la Cour de cassation. Elle nous dit qu'un individu qui s'est massivement et volontairement intoxiqué au cannabis, qui en connaissait les effets sur son psychisme, parce qu'il faut quand même rappeler que M. Traoré consommait du cannabis à haute dose, jusqu'à 15 joints par jour pendant près de 13 ans au moment des faits, qu'il avait connu des crises de paranoïa et des crises de rage incontrôlées. Elle nous dit que cet individu qui a ainsi lui-même provoqué une bouffée délirante aiguë dont il aurait résulté une prétendue abolition du discernement,
qui a en conséquence battu une femme pendant 20 minutes avant de la défenestrer vivante du 3e étage, après l'avoir ciblée exprès parce qu'elle était juive, qui en voyant la police arriver, crie qu'une femme va se suicider comme une anticipation de sa défense pénale, eh bien la Cour de cassation nous dit qu'il bénéficie de la responsabilité pénale. Donc voilà ce que vous avez lu comme dans l'extrait du communiqué de la Cour de cassation, c'est ça. La Cour de cassation nous dit, oui, mais l'article 122-1 alinéa 1 du Code pénal ne prévoit rien d'autre. Et attendez, là on a un problème quand même. Est-ce que c'est là où justement les juges de la Cour de cassation auraient pu faire acte de courage et modifier la jurisprudence ? Bien sûr, parce que justement l'article 122-1 ne prévoit pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il n'y a pas de cause d'exclusion. Donc, il était tout à fait possible de donner une interprétation. Et quand on reprend les travaux de l'élaboration de cet article-là, on voit que les commissions qui ont siégé ont envisagé les causes d'exclusion de l'article 122-1. Et pour je ne sais quelle raison, à cette époque-là, ça a été mis de côté. Mais la volonté du législateur à l'époque, en tout cas la volonté des personnes qui avaient travaillé sur ce texte à l'époque, c'était bien de prévoir un article qui ne bénéficierait pas à des personnes qui se seraient mises par leur comportement fautif dans cet état-là. Si vous me permettez, Maître Dibloc. Pour revenir sur une partie de votre question, vous citez Daniel Zaguri, Oui. Qui avait dit que le crime de Kobili Traoré était délirant et antisémite. Oui. Très bien. On entend souvent ici et là que de toute façon, il faut être fou pour tuer quelqu'un. Ah, parfait. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? On n'a pas dit grand-chose en réalité. Parce que si on devait considérer que pour tuer quelqu'un, il faut être fou, eh bien on ne jugerait plus aucun criminel. Voilà. Et dans cette procédure qui a été la nôtre, je vous rappelle qu'il y a eu 3 expertises. Oui. 3 expertises psychiatriques. Alors la première du Alors docteur... revenons justement à la problématique des experts. Revenons-y. Dont Francis Khalifa bien, avait évoqué tout à l'heure. Je vais vous donner, avant de céder la parole à Francis Khalifa, je vais vous donner 2-3 informations quand même sur ces expertises psychiatriques dont on entend beaucoup aujourd'hui dire qu'elles sont unanimes. Et qu'elles concluent la même chose, ce qui est faux. Elles ne sont pas unanimes, elles sont divergentes. Oui, ça c'est important de le préciser parce que effectivement, dans beaucoup d'articles de presse de mes collègues journalistes, on lit effectivement que la totalité des experts sont unanimes, alors qu'il n'en est rien. Ils effectivement. ne sont pas. Rétablissons la vérité ce soir sur Radio J par rapport aux experts. Vous avez raison de rétablir. Ils ne sont pas unanimes. La première expertise psychiatrique du docteur Zaguri penchait en faveur d'une altération du discernement, ce qui permet une mise en accusation devant la cour d'assises puisque la personne dont le discernement a été altéré est responsable. Une deuxième expertise psychiatrique qui, je le rappelle quand même, alors qu'elle n'était demandée par personne, évidemment pas par les parties civiles, pas par le parquet, mais même pas par la défense. Les juges d'instruction ont décidé de faire une deuxième expertise psychiatrique qui a conclu à une abolition du discernement, avec le docteur Bensussan dans ce collège d'experts qui est venu devant la chambre de l'instruction, dire qu'il s'était trompé sur son diagnostic de maladie psychiatrique au long cours de Kobili Traoré. Il n'était pas malade au long cours. Exit. Et puis une troisième expertise psychiatrique qui a conclu mollement à une abolition du discernement avec le docteur Coutenceau dans ce collège d'experts qui est venu quelques semaines plus tard, après l'audience devant la chambre de l'instruction, dire dans l'Express que finalement ils auraient pu tout aussi bien dire que c'était une altération du discernement, que c'est finalement un choix d'interprétation subjective. Donc on n'est pas du tout dans 3 expertises unanimement d'accord. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, enfin les 2 seules choses, c'est qu'il y avait une bouffée délirante aiguë, mais elle n'en tirait pas les mêmes conséquences, et puis que Kobili Traoré, et ça il faudra y revenir tout à l'heure si l'on peut, Kobili Traoré n'est pas malade psychiatriquement. Oui, on y reviendra justement sur les conséquences de ce délibéré, notamment sur le sort de Kobili Traoré, ça on y reviendra. Francis Khalifa, à propos justement des experts. Moi, je voudrais revenir d'abord sur un principe qu'on nous oppose toujours, et tous les interlocuteurs à qui je me suis adressé, les interlocuteurs
politiques, du garde des Sceaux aux députés, à d'autres ministres, m'ont opposé ce principe que dans une démocratie digne de ce nom, on ne juge pas les fous. J'ai envie de dire, c'est heureux. C'est heureux et je souscris pleinement à ce principe. Bien sûr qu'on ne juge pas les fous. Mais dans une démocratie, on ne considère pas non plus comme pénalement irresponsable quelqu'un qui, par ses propres actes, et en l'occurrence la consommation de stupéfiants, a lui-même déclenché son état psychique. Et que viennent nous dire aujourd'hui les experts? Et là, je reviens sur même des experts. D'accord, bien sûr, et c'était bien de remettre les choses très claires et de remettre les choses en place. Il n'y a pas d'unanimité entre les expertises. Nous le savons depuis le début. Oui. Nous le savons. Je ne sais pas pourquoi cette intoxication a circulé. En tout cas, il n'y a pas d'unanimité entre les experts, puisque d'un côté, on dit qu'il y a abolition et donc on ferme la porte au procès, et de l'autre côté, on dit qu'il y a altération et on donne la possibilité d'un procès. Donc il n'y a pas unanimité. Mais que vient faire, à mon sens, qui ne suis pas avocat, que vient faire la Cour de cassation dans ce dossier lorsqu'elle a ses expertises en main? Parce qu'elle les a eues en main, les expertises. Elle reprend au moins les conclusions de la Cour d'appel. Donc, et la Cour d'appel s'est appuyée sur ces expertises. La Chambre de l'instruction s'est appuyée sur ces expertises. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la Chambre la Cour de cassation? Elle vient trancher le débat des experts. Elle a décidé, elle, de trancher le débat d'experts. Alors qu'il aurait été tellement plus juste et plus normal que finalement, la Cour de cassation ne tranche pas ce débat d'experts puisqu'il n'y a pas d'unanimité. On pourrait comprendre que lorsqu'il y a une unanimité entre les experts, on puisse trancher avec l'aide de ces expertises psychiatriques. Mais comme il n'y a pas d'unanimité, on doit à la limite considérer que ces expertises n'ont pas le poids suffisant pour remporter une décision, la décision de ne pas juger Kobili Traoré. Et c'est pas ce qu'on fait dans les différentes étapes, c'est pas ce qui s'est passé. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que finalement, le plus juste aurait été de dire, puisqu'il n'y a pas unanimité, renvoyons l'affaire devant une cour d'assises, devant un jury populaire, et que, au nom du peuple français, la justice soit rendue. Et à ce moment-là, quelle qu'aurait été la décision? Nous l'aurions acceptée parce que nous ne contestons pas les décisions de justice. Et c'est pas ce qui s'est produit. Francis Khalifa, je vous propose de marquer une seconde respiration dans notre échange. On se retrouve tout de suite après. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Gérald, mon ami, au lieu de déranger le préfet, les ressources du contribuable, Gérald, regarde dans ton Google Agenda où tu dînais jeudi dernier, on va gagner du temps. Ferradian, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de moi? Ah, ça dépend à quel sujet. Au sujet postérieur. Postérieur à quoi? Postérieur à quoi qu'elle me dit? Je parle de celui qui est postérieur à votre coccyx, voyez-vous, de votre postérieur. Salut à tous, c'est Judith Mergui. Je vous retrouve tous les matins à 7h40 dans la matinale de Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, après le Sofa Gate, nous vous disons tout sur la Turquie d'Erdogan, la dérive autoritaire du régime, sa stratégie de tension dans la région. Et puis, notre hommage exceptionnel au professeur Adi Steg, ancien président de l'Alliance israélite universelle et grand bâtisseur de la communauté juive. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Laurence Kahn au micro. Nous retrouvons tout de suite l'édition spéciale du Grand Entretien de Radio J. Grand Entretien consacré à cette décision de justice concernant le dossier de Sarah Halimi. Nous retrouvons donc nos invités, Francis Khalifa, président du CRIF, maître Muriel Waknin-Melki, présidente de l'OJE, maître Oudi Bloch, vice-président de l'OJE et tous deux avocats de William Attal, le frère de Sarah Halimi.
Après cette querelle d'experts, ou en tout cas sur les experts, je vous propose d'avancer dans notre échange et de parler justement des dysfonctionnements de l'enquête, parce que quelque part, tout part de là aussi. Et beaucoup de questions sont aujourd'hui sans réponse. Et comme vous le disiez précédemment, Maître Muriel Waknin-Melki, des réponses que n'auront pas la famille et ce qui est effectivement très douloureux et très difficile à vivre. Alors, privés de procès, les proches de Sarah Halimi resteront avec donc ces nombreuses questions sans réponse, comme ce refus, on va essayer de les énumérer et peut-être les commenter ensemble, ce refus de la juge d'instruction concernant une reconstitution. Reconstitution indispensable pour clarifier des faits et dont le principe avait d'ailleurs été accepté par la défense. Qu'est-ce qui a prévalu dans cette décision de la juge d'instruction, si vous avez eu cette information, ou est-ce que On l'a eu. Il y avait 2 éléments. Il y avait 2 éléments. Le premier élément, c'était un élément de santé. Elle considérait qu'il n'était pas en état, mais pour cela, elle a été obligée d'interroger en fait les médecins qui suivaient à l'hôpital psychiatrique où il était interné, Kobili Traoré, et ces médecins-là avaient dit oui, c'est possible, une reconstitution sera possible, il faudra juste prévoir peut-être 1 ou 2 accompagnants, mais cette reconstitution sera possible. Donc cet argument finalement a été écarté. Et puis le deuxième argument qu'elle nous a opposé était de dire il ne nie pas les faits. Donc puisqu'il reconnaît les faits, il n'y a pas besoin de reconstitution. Sauf que, fort heureusement, c'est pas la position des magistrats de manière habituelle dans nos affaires criminelles. Sinon, on serait très en peine quand, arrivé devant une cour d'assises, l'accusé finalement nie les faits qu'il avait reconnus. On n'a pas de reconstitution, on est quand même très ennuyé. Donc, bien évidemment que cette posture était une posture qui convenait et qui lui convenait à ce moment-là de l'instruction, mais que nous n'avons absolument pas accepté. Et donc, rebelote, on a fait appel de ce refus de demande de reconstitution, de cet acte en fait qui nous a été refusé. On s'est retrouvé devant cette fameuse chambre de l'instruction avant l'arrêt qui avait été rendu. Et puis, au cours de cette audience, on a expliqué pourquoi on avait besoin d'une reconstitution. Encore une fois, tout le monde était d'accord. Donc ça veut dire qui ? Ça veut dire l'avocat général qui était en faveur. Ça veut dire l'avocat, Maître Bidnik, le confrère qui est en charge des intérêts et de la défense de Kobili Traoré. Kobili Traoré lui-même, qui au cours de cette audience avait expliqué qu'il souhaitait offrir cela à la famille de Sarah. Ok, on s'est dit, évidemment, que la chambre de l'instruction va donner droit et va nous donner cette reconstitution. Parce que c'est, encore une fois, je le dis, dans les affaires criminelles, c'est systématique. Vous qui avez l'habitude. C'est systématique. Je ne connais pas de dossier, quasiment pas de dossier. Il y en a quelques-uns, mais ce sont des cas très très précis et très particuliers. Je ne connais pas de dossier où on n'a pas de reconstitution criminelle, évidemment. Évidemment, ça nous éclaire et ça éclairera la Cour qui aura à connaître des faits une année après. Donc oui, et encore plus dans cette affaire. Et si je devais rentrer dans les détails de ce que cette reconstitution nous aurait apporté, je vous dirais que dans un premier temps, elle aurait permis de comprendre comment finalement il avait atterri chez Sarah Halimi. Est-ce que oui ou non, il avait fait un repérage des lieux comme nous le pensons et comme certains éléments du dossier le laissent à croire, puisque la veille, il s'était rendu chez ses voisins dont il a emprunté le balcon au moment des faits pour pénétrer chez Sarah Halimi. La reconstitution aurait permis de savoir s'il pouvait repérer ce balcon ou pas, comment, avec un éclairage, sans éclairage, est-ce que c'était possible ou pas. Il parlait d'une porte-fenêtre ouverte qu'il avait repérée. Est-ce que c'était possible de repérer la porte-fenêtre ouverte ou non en se trouvant dans le balcon des voisins? Donc là, la reconstitution nous aurait apporté cet élément. Elle nous aurait éclairé sur le rôle de la police et sur peut-être une histoire de timing que nous n'avons toujours pas compris dans ce dossier, savoir comment, quand et pourquoi la police n'est pas intervenue. Alors oui, puisque vous en parlez, on va peut-être aussi effectivement bien mettre sûr, c'est un élément très important sur la table. C'est un élément très très important. Il y a une présence policière qui est en nombre, que l'on sait être nombreuse pendant au moins, on va dire, 10 minutes où Sarah Halimi est encore en vie. On évalue à peu près la scène de crime entre 15 et 20 minutes. On va dire que globalement, la police a eu une présence effective sur place pendant 10 minutes. Diriez-vous qu'ils auraient pu sauver Sarah Halimi ? Mais je n'en sais rien.
Je n'en sais rien. Et je ne porterai pas. En tout cas, la question mérite d'être posée. Mais évidemment que j'ai envie de comprendre pourquoi ils ne sont pas intervenus. Est-ce que c'était une impossibilité matérielle? Est-ce qu'il y a eu une peur? Est-ce qu'il y a eu une crainte? Est-ce qu'il y a eu un ordre d'une hiérarchie qui a été donné, puisqu'on sait qu'à un moment donné, ils ont été en contact avec leur hiérarchie? Je veux des éléments de réponse. Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique comment des policiers derrière une porte n'interviennent pas au moment où une femme se fait martyriser. Ces cris ont résonné jusqu'à l'immeuble d'en face. Donc, ils ont entendu ce qu'il se passait, ils étaient présents sur place. Je ne dis pas qu'ils auraient pu, je dis, je veux savoir pourquoi et comment. Est-ce que, justement, peut-être pour avoir une réponse, alors, je suis peut-être très naïve, hein, je suis là pour ça aussi. Est-ce qu'une plainte contre les policiers pour non-assistance à personne en danger est envisageable au jour d'aujourd'hui encore? Non, elle est prescrite. Elle est prescrite. Et est-ce qu'elle aurait pu être... Il faudrait là-dessus interroger le confrère Golnadel qui, je crois, l'avait initiée. Je crois qu'il faut aussi replacer les choses dans le contexte de l'époque. N'oubliez pas que nous étions dans un contexte sécuritaire compliqué. Nous étions dans la période des attentats. Donc, on peut imaginer, et c'est pas une excuse que j'essaie d'apporter à la police, bien évidemment, mais on peut imaginer que face à quelqu'un qu'il pouvait imaginer comme terroriste, puisqu'il criait Allahu Akbar, il récitait des sourates du Coran, il avait choisi sa victime comme étant une juive, parce que là encore, moi je vais beaucoup plus loin, moi je considère qu'il y a eu préméditation sur ce dossier. Donc pour moi, il n'est pas arrivé par hasard. Il n'est pas arrivé par hasard chez Sarah Halimi. Il y a préméditation. Je crois qu'il ne faut pas déplacer le problème. Et c'est pas ce que je souhaite faire. Mais par contre, Francis, je vais quand même vous répondre sur ce point-là. Bien sûr qu'il est fort envisageable, il est imaginable, comme vous dites, qu'ils aient eu peur de ce que Kobili Traoré, ou des policiers, de ce que Kobili, ou qu'ils aient reçu une instruction d'attente. Mais je n'ai pas d'autres intentions dans ce dossier que de connaître la vérité. Je ne veux pas de place au fantasme, parce que vous le savez, Francis, et je ne vais rien vous apprendre, il n'y a rien de pire que de se dire que la police n'est pas intervenue parce que la question m'a été posée par un journaliste hier. Pensez-vous que la police est antisémite et que s'ils ne sont pas intervenus, c'est parce que la victime était juive? C'est pas du tout ce que je pense. Je n'ai jamais pensé ça. Non. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a une vérité à obtenir et nous ne l'avons pas obtenue. Et nous ne l'avons notamment pas obtenue parce qu'il n'y a pas eu de reconstitution. Ça, c'est la réalité du dossier. Et si vous me permettez, pour rebondir et compléter ce que dit Muriel, qu'est-ce que c'est que cette instruction? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette instruction dans laquelle nous apprenons, en lisant les procès-verbaux de la police, qu'il y a eu des négociations avec Kobili Traoré, mais on n'a rien sur le contenu de ces négociations, que Kobili Traoré, au moment des faits, a été en contact téléphonique avec sa mère, et on ne sait pas ce qu'elle lui a dit, et personne n'interroge la mère dessus. Qu'est-ce que c'est que cette instruction dans laquelle on sait que Kobili Traoré fréquente une mosquée, la mosquée Omar, rue Jean-Pierre Timbaud, qui est connue pour ses accointances salafistes, et puis il n'y a aucun acte d'investigation sur cette mosquée. Mais qu'est-ce que c'est que cette instruction qui se focalise sur le psychisme de Kobili Traoré pour savoir si oui ou non son discernement avait été aboli ou altéré, et à partir du moment, c'est le sentiment que nous avons, à partir du moment où la juge d'instruction acquiert, elle, la certitude, se convainc elle-même que son discernement est aboli, fermez le banc, il n'y a plus rien qui se passe dans cette instruction. Nos demandes sont rejetées, on n'avance pas, et on se retrouve à la fin avec un dossier parcellaire, et c'est aussi pour cela que nous souhaitions si ardemment aller devant la cour d'assises, pour pouvoir faire poser les bonnes questions, celles dont nous n'avons pas eu la réponse dans le cours de cette instruction. Il y a aussi une question. Muriel Waknin-Melki. Il y a aussi, Laurence Kahn, il y a aussi une question qui se pose au-delà du dossier de Sarah Halimi. Vous n'avez pas envie de savoir, vous, si la police est à même de vous protéger. Vous n'avez pas envie de savoir ce qui peut l'empêcher d'agir. Et si jamais quelqu'un a la capacité de donner des ordres aux policiers pour ne pas intervenir, vous n'avez pas envie de savoir quelles sont ces personnes qui sont en mesure de donner ces ordres-là. Et vous n'avez pas envie de savoir si nos policiers sont en mesure de désobéir ou non à ces ordres. Mais toutes ces questions-là
sont importantes. Elles sont importantes pour notre société. Elles disent des choses de notre société. Et dans un contexte où la police est prise quand même régulièrement pour cible, et je ne fais pas partie des personnes qui prennent notre police pour cible, pas du tout. Et je ne veux pas déplacer la responsabilité de ce qui s'est passé. La seule personne qui a ôté la vie à Sarah Halimi dans ce dossier, c'est Kobili Traoré. Il n'est pas question de déplacer la responsabilité de ce qu'il a commis sur la police, et encore moins aujourd'hui parce que nous avons eu une décision qui ne nous conviendrait pas. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que ça pose des questions et qu'en termes de société, il faut aussi apporter des réponses. Et c'est dommage parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça laisse la place à des fantasmes et à des idées qui ne sont pas forcément très positives pour le vivre ensemble dans cette société. Vos questions, Muriel, sont tout à fait légitimes. Néanmoins. Ce ne sont pas les vôtres, Francis. Elles peuvent être les miennes, mais je ne les aurais pas posées de la même manière. Parce que lorsque l'on pose la question, je veux savoir pourquoi on a demandé à la police de ne pas intervenir. Je crois qu'encore une fois, il faut replacer les choses dans un contexte. Si demande il y a eu de non-intervention, c'est une demande de ne pas intervenir tout de suite en attendant que justement des policiers spécialisés dans l'antiterrorisme soient sur place. Qu'on me sorte le PV qui retranscrit cette mention-là, et je ne mets pas au dossier. Je préfère qu'on explique les choses et qu'on demande cette précision. Là, vous avez raison, qu'on sorte le PV. Parce que je ne voudrais pas qu'on mette en cause parce que je crois que des policiers de la BAC, qui étaient sur place, ne sont pas des policiers ils se sont ni outillés, ni formés pour s'attaquer à un terroriste. Donc s'il y a une erreur d'appréciation, dans le fait de ne pas envoyer une police qui est formée aux terroristes, on n'envoie pas le GIGN, on n'envoie pas le RAID, on envoie les policiers de la BAC, c'est peut-être une erreur d'appréciation, peut-être que oui, peut-être que non. Ce que je demande, c'est expliquez-nous. Expliquez-nous, nous avons le droit de savoir. Et là, cette demande-là, je dis encore une fois, c'est la demande évidemment de William Attal, puisque ce sont ses intérêts que nous portons. Mais quand je répète à longueur d'intervention devant les journalistes que ce dossier dépasse et qu'il concerne l'ensemble de la société française et pas uniquement William Attal et la communauté juive, je pense aussi à cet aspect. Voilà. Et en ne disant pas les choses, en ne les expliquant pas, on laisse la place ouverte à des fantasmes. Et les fantasmes, c'est pas bon. Je vous propose peut-être de clore très provisoirement sur effectivement ce questionnement central du rôle de la police et les questions qui se posent et qui ne sont pas des accusations, mais des questions. On est bien d'accord. Simplement des questions. Je vous propose d'avancer. Le temps passe vraiment très vite. Je vous propose d'aborder peut-être les conséquences de cette décision de la Cour de cassation et notamment les conséquences immédiates. Et on en parlait tout à l'heure sur le sort de l'assassin de Sarah Halimi. Que va-t-il se passer pour lui ? Aujourd'hui, on sait qu'il est interné. Oui. Que va-t-il se passer ? Écoutez, est-ce qu'il risque de sortir très prochainement, libre ? Est-ce qu'il risque de sortir ? Est-ce que son avocat va faire cette demande ? J'imagine bien que oui. On a quand même dans ce dossier, pour revenir un tout petit peu, une vraie question qui se pose. Et j'en parlais un peu tout à l'heure. Tout d'abord, je voudrais juste terminer un point sur les incohérences de ce dossier. Vous avez une chambre de l'instruction qui retient la circonstance aggravante d'antisémitisme. C'est ce que disait Muriel tout à l'heure. Elle retient la circonstance aggravante d'antisémitisme, mais elle retient aussi l'abolition du discernement. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment on fait pour cibler exprès une femme parce qu'elle est juive, mais ne pas avoir conscience qu'on la cible exprès parce qu'elle est juive. J'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour retenir que M. Kobili Traoré a donné la mort volontairement à Sarah Halimi, qu'il avait au moment des faits une abolition du discernement, c'est-à-dire une absence de toute lucidité, plus aucune prise sur la réalité. Je voudrais qu'on explique comment ces deux accusations qui ont été retenues contre lui, qui font nécessairement appel à la conscience, on vient nous dire en même temps qu'il n'était pas conscient. Pour moi, il y a une contradiction dans les termes que nous n'avons pas réussi à éclairer. Au-delà de ça, si vous permettez, Francis Khalifa. Nous savons, et c'est clair, que Kobili Traoré
connaît Sarah Halimi. Bien évidemment. Il sait qu'elle est juive. Ça fait 20 ans qu'il habite en dessous de chez elle. Il sait où elle habite, puisqu'il habite au-dessus de chez elle. Donc, s'il veut rentrer chez elle, il aurait pu, sous l'emprise de cette bouffée délirante et de sa drogue, s'il voulait rentrer chez elle pour tuer une juive, il défonçait la porte, il tapait sur la porte, etc. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il n'est pas justement dans cette démence qu'on lui prête due à la drogue. Il sait, parce qu'il a reconnu les lieux, qu'il peut accéder par le balcon chez Sarah Halimi. Et il sait aussi surtout que s'il avait tambouriné sur la porte, elle n'y aurait pas ouvert et elle appelait la police. Donc il sait que s'il veut rentrer chez elle, pour faire ce sacrifice qu'il veut faire, de tuer une juive, il est obligé de passer par le balcon des Djara, qui donne directement sur le balcon de Sarah Halimi. Et il faut préciser pour les auditeurs que les immeubles, bien que les balcons sont contigus et peuvent communiquer, les entrées d'immeubles sont très éloignées en réalité. Donc il va loin pour pouvoir rentrer chez Sarah Halimi. Donc on voit bien, et c'est là que je dis qu'il y a préméditation. Mais d'où l'intérêt de la reconstitution. Voilà. Ça nous aurait permis et c'est pour ça d'éclairer qu'il fallait une reconstitution, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, le temps presse et je voulais surtout ne pas clore cette émission sans que nous évoquions la mémoire de Sarah Halimi et Sarah Halimi elle-même. Donc voilà, peut-être quelques précisions sur une dernière sort. précision pour répondre à votre question précisément, Laurence. Au final, ces 3 expertises psychiatriques contradictoires nous apprennent quoi ? Eh bien, nous apprennent que M. Kobili Traoré ne souffrait alors, et ne souffre toujours pas, d'aucune maladie psychiatrique au long cours, qu'il a subi cette bouffée délirante aiguë et son abolition du discernement, malheureusement, pendant les 20 minutes pendant lesquelles il a frappé à mort Sarah Halimi avant de la défenestrer. Et donc aujourd'hui, nous avons quoi ? Eh bien, nous avons une personne qui est, avec tous les guillemets d'usage, trop fou pour la prison et pas assez dément pour l'hospitalisation psychiatrique. Donc on en fait quoi ? Eh bien, le docteur Zaguri l'avait dit à la barre de la chambre de l'instruction, et c'est ce que disait tout à l'heure Francis Khalifa, on ne juge pas les fous, mais on n'interne pas non plus les saints d'esprit. Alors il va bien falloir, à un moment ou à un autre, qu'on statue sur son sort. Que M. Kobili Traoré, qui n'est pas, entre guillemets encore, fou, qui n'est pas dément, qui ne souffre pas d'une maladie psychiatrique qui abolit son discernement de façon continue, eh bien il va bien falloir qu'il sorte. Mais attention, il va sortir. Et alors, moi, j'ai envie de poser cette question. Hier, Sarah Halimi, mais demain, qui ? Parce que qui va nous faire croire qu'il ne va pas refumer du cannabis avec les conséquences psychiatriques que nous connaissons et que nous disent les experts ? Parce que les experts nous disent, certains d'entre eux, c'est la consommation massive de cannabis qui lui a provoqué sa bouffée délirante aiguë. Mais alors, s'il recommence, on fait quoi ? C'est une, effectivement, interrogation. Ouais. C'est une vraie question, évidemment. Oui. Vous vouliez qu'on parle de Sarah. Voilà. Alors, avant de parler de Sarah, je voulais qu'on aborde quand même en quelques mots le film d'Alexandre Arcadi, qui était ce mercredi à l'antenne de Radio J, au micro d'ailleurs de Nelou Cohn et d'Hélène Schumann, pour parler de son film documentaire Sarah et les autres, qui, je le rappelle, est disponible en libre accès sur arte.fr et qui sera diffusé ce samedi à 23h40. Un documentaire donc qui revient sur Sarah Halimi et sur les assassinats de juifs français perpétrés depuis une vingtaine d'années. Un documentaire qui a d'ailleurs été construit autour de votre plaidoirie, maître Muriel Waknin-Melki. Voilà, je voulais que vous puissiez nous livrer quelques impressions, puisque vous avez participé avec maître Oudi Bloch également à ce film documentaire. Donner à nos auditeurs envie de le voir. Envie de le voir. D'abord, tout ça, c'est grâce à Radio J, il faut le savoir, parce que vous m'aviez demandé d'enregistrer ma plaidoirie faite aux assises dans l'affaire Hyper Cacher, Charlie Hebdo et Clarissa Jean-Philippe, ce que j'avais fait volontiers. Et que cette plaidoirie a été entendue par Alexandre Arcadi, qui me dit avoir été très ému en l'écoutant. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. C'est un film qui m'a profondément touchée,
qui m'a émue, évidemment, parce qu'il y a une sensibilité, parce qu'il y a un côté esthétique, et puis parce que les choses sont dites de manière franche, comme je les aime, et sans embâge. Voilà. Et évidemment qu'il faut le voir, ce film. Et si c'est possible, et je l'ai fait moi dans mon entourage, il faut le partager avec le plus de personnes possible. Et je l'ai partagé avec tout le monde. Je l'ai partagé avec les magistrats avec qui je travaille, je l'ai partagé avec des policiers avec qui j'ai des contacts, je l'ai partagé avec la nounou qui garde mes enfants, je l'ai partagé avec la personne qui me vend du poisson, je l'ai partagé vraiment avec tout le monde, j'avais envie que tout le monde le voie. Et autour de moi, tout le monde l'a vu. Un documentaire, effectivement. Et les échos que j'en ai sont tous concordants. Tout le monde est extrêmement touché par ce film et tout le monde découvre, pour certains, à quel point l'antisémitisme frappe en France depuis plusieurs années. Donc, Sarah et les autres, disponible en libre accès sur arte.fr et diffusé ce samedi à 23h40. Regardez-le, il est indispensable. J'aimerais que nous terminions. Francis Khalifa, vous vouliez rajouter un mot, bien sûr. Si nous devons terminer. Alors, justement, je veux bien dire un mot de conclusion si nous devons terminer, c'est que Sarah Halimi, puisqu'on doit parler de Sarah Halimi, voilà, c'est ce soir, on doit parler d'elle, c'est sa mémoire qu'on évoque. Et qu'elle ne soit plus qu'une victime. Sarah Halimi n'a pas été assassinée parce qu'elle se trouvait par hasard sur le chemin du tueur ou parce qu'elle habitait cet immeuble particulièrement, encore moins parce qu'elle était directrice de crèche ou parce qu'elle aurait eu de l'argent, qui sont les préjugés antisémites. Non, Sarah Halimi a été massacrée, torturée, assassinée parce qu'elle était juive. Et c'est l'unique raison pour laquelle elle a été assassinée. Et en déclarant son assassin pénalement irresponsable, que vient faire la Cour de cassation? Elle vient priver définitivement la famille de Sarah Halimi d'un procès indispensable au travail de deuil, mais aussi, et c'est important, elle vient priver la France tout entière. C'est ce que j'allais dire, oui, absolument. D'un nécessaire procès de l'antisémitisme qui tue encore aujourd'hui en France. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Maître Muriel Waknin-Melki, Maître Oudi Bloch, vous qui avez partagé pendant ces 4 années, on ne cessera de le répéter, le combat judiciaire de William Attal, le frère de Sarah Halimi. Quelques mots sur Sarah. Voilà. Qui était-elle? Que faisait-elle? Sarah était une femme issue d'un milieu très religieux, la communauté ultra-orthodoxe. Sarah a fait des études de médecine. Sarah était une femme âgée de 65 ans au moment où elle est décédée. Et à cette époque, au moment d'étudier, il était rare quand même que des femmes de ce milieu-là fassent des études de médecine. Donc c'était déjà une femme qui se dégageait des autres, avec un tempérament sans doute très volontaire et très tourné vers les autres, puisque c'est une femme qui a dédié sa vie aux autres, que ce soit dans la médecine ou au sein de la crèche qu'elle dirigeait. Elle s'occupait de jeunes enfants. Et avec Oudi, on avait été à la première année de prière, en fait, dans sa synagogue à elle, une petite synagogue de rue. On n'avait pas été aux cérémonies qui étaient organisées dans les autres synagogues, mais on avait tenu à aller dans sa synagogue. Et en allant dans sa synagogue, les femmes sont venues me parler. Et elles sont venues me parler de Sarah. Et j'ai adoré ce moment-là. J'étais particulièrement émue et j'ai compris à quel point Sarah était appréciée dans sa communauté par des gens qui lui ressemblaient, qui étaient des femmes avec une gentillesse, un cœur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est ce que toutes ces femmes m'ont dit, que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Je voulais aussi dire quelque chose. Quand Sarah est décédée, c'est Monsieur Attal qui m'a confié ça. Son corps était, la levée de corps était à la rue Pavée. Et toute la rue Pavée a défilé auprès du corps de Sarah pour lui témoigner, lui rendre les derniers hommages. Voilà, j'aurais adoré connaître cette femme de son vivant. J'aurais vraiment aimé. Oudi. Écoutez, je voudrais dire que de ce que nous avons pu apprendre de ce dossier et puis de William Attal, avec lequel nous avons beaucoup échangé sur le dossier, mais aussi sur Sarah,
C'était une femme, comme l'a dit Muriel, forte, engagée pour les autres, directrice de crèche, qui s'occupait de tous les enfants, sans distinction. Et Sarah Halimi, elle est devenue un symbole, mais pas un symbole d'une tragédie pour la communauté juive. Cette affaire tragique concerne l'ensemble de la société. Et il faut sortir de ce... Francis Khalifa. Absolument, et je souscris entièrement. Il faut sortir de ce schéma qui est de dire une femme juive qui est morte, eh bien ça concerne les juifs, et nous on verra plus tard. Il n'y a pas de plus tard, le plus tard c'est maintenant. Et ça a commencé, et c'est la société française entière qui est concernée par cette affaire tragique, et il faut que tout le monde le sache. Je crois que notre société peine à affronter une nouvelle réalité, celle de reconnaître l'évidence du mal et de nommer le mal lorsqu'il s'agit d'une victime juive. C'est ce que nous disons dans toutes nos plaidoiries, Francis. Il n'y a pas une fois où nous n'avons pas répété ces mots-là. Eh bien... Ainsi s'achève ce grand entretien spécial. Merci infiniment d'y avoir participé et surtout d'avoir donné de la chair à Sarah Halimi qui n'est plus aujourd'hui qu'une photo, cette photo et ce sourire si paisible qu'on voit dans tous les articles pour illustrer les articles de presse, etc. Merci infiniment à vous et on espère dans ce recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être un espoir de voir enfin la justice pour Sarah Halimi. La justice passera parce qu'elle doit passer. Oui. Merci, bien, Laurence. c'est sur cette conclusion pleine d'espoir que nous achevons ce grand entretien. Merci Laurence.